Oui. Vous parlez d'arbres de 500 ans, mais en général, un arbre, ça vit plutôt 100 ans, non? Non. Alors, il y a des arbres qui vivent 100 ans, mais il y en a... Alors, un arbre est potentiellement immortel. Voilà. Est potentiellement immortel. On a repéré en Tanzanie, non, comment ça s'appelle, l'île, non, en bas de l'Australie. La Tasmanie, voilà. En Tasmanie, un hou de 80 000 ans. 80 000 ans. Voilà. En fait, c'est pas l'arbre initial qui survit. C'est qu'un arbre, quelquefois quand il tombe par terre, il peut refaire des racines et puis repousser à côté. Voilà. Et comme ça, pousser. On a pu mesurer sur des framboisiers sauvages en Haute-Corrèze qu'en fait, on a une grande population clonale de framboisiers. Il n'y a qu'un seul framboisier sur peut-être 10 000 ou 15 000 hectares. Voilà. Pour les ronces, c'est pareil, quoi. Il n'y a qu'une seule ronce sur toute l'Europe, qui quelquefois a muté. Hein, voilà. Oui. La manière dont vous êtes assis, on parle un peu. C'est de la récupération. Et j'ai bien besoin d'être un peu électrifié. Oui. Comment vous les reconnaissez? Comment vous estimez l'âge d'un arbre? Alors, comment on estime l'âge d'un arbre? Donc, voilà, on peut le couper, voilà. Après donc, certains arbres, il y a des chroniques, hein, donc, qui précisent qu'ils sont connus depuis très longtemps, donc ça aide bien. Puis après, on peut faire des petits carottages, hein, et donc les transpercer en sortant une petite carotte et puis compter les cernes. Hein, voilà. Puis après, bon, on n'est pas obligé de systématiquement les transpercer. Hein. Après, il y a des gens, des forestiers qui ont une certaine expérience en la matière, hein, et qui arrivent à 600, 700 ans. On n'est peut-être plus à 100 années près. Hein. Attendez, encore quelque chose sur les très vieux arbres. Très vieux arbres, vous savez, quand ils commencent à mourir, quand ils commencent à se creuser, que le pivert vient y faire un trou, qui vient s'installer dans le trou du pivert? La chouette. La chouette. La chevêche. Voilà. Les chouettes vivent dans les vieux arbres et sont le symbole de la sagesse. Encore une belle synchronicité ou coïncidence. Il y a des arbres de ifs de 1400 ans. Oui, des ifs. Mais l'if, il se creuse naturellement, et qu'il est en pleine santé, il n'est pas du tout en train de... Voilà. Donc je vais répéter parce que pour le micro, ça ne va pas s'entendre. Donc oui, alors les vieux ifs qui ont 1700 ans, hein, effectivement, dans le secteur, sont des arbres tout à fait remarquables. Et sur les ifs, hein, comme sur les chênes, comme il y a aussi une biodiversité tout à fait exceptionnelle dedans. Excepté que, pensant bien faire, hein, lorsqu'un if est atteint épisodiquement par une rouille, on les sulfate. Voilà, pour qu'il soit toujours aussi vert, hein, au côté du cimetière, hein, dans lequel il se trouve. Et en les sulfatant, c'est comme un ordinateur qu'on aurait remis à zéro, reset, quoi. Donc certains de nos vieux arbres, notamment dans les cimetières, ne sont plus que des disques durs vides. Parce qu'on les a traités, hein, on a mis des traitements chimiques pour soigner une maladie qui a détruit l'essentiel des organismes qui vivaient dedans. Donc en fait, ce sont de vieux arbres, mais ils ont la mémoire, hein, des petites bestioles qui sont dedans d'un arbre de 10 ans, hein, comme d'un gamin. Oui, mais quelquefois, ça a été souvent fait, malheureusement. Et sur les ifs, on a malheureusement pu le constater. Il y a un chercheur donc, qui a étudié les dernières forêts d'ifs qu'il y a en Galicie, je crois, enfin en Espagne, et donc dans lesquelles, sur les vieux ifs, il y a une biodiversité tout à fait exceptionnelle, mais qu'on ne retrouve pas souvent dans les ifs qui sont associés aux églises ou aux cimetières. Voilà. Parce que récemment, on a fait des traitements dessus.
Alors que souvent, un arbre, hein, il peut avoir une année une maladie qui va détruire un grand nombre de ses feuilles, mais ça va repousser, et ça lui fera pas énormément de mal. Hein. Et plus l'arbre est vieux, plus il aura vécu d'événements comme ça, et plus il sera apte à bien résister à ce genre de choses. Hein. Donc si on a quelques feuilles qui jaunissent sur un arbre, c'est pas très grave. De toute manière, en termes de photosynthèse, un arbre n'utilise que 30% de ses capteurs solaires. Hein. Il en crée beaucoup, hein, parce qu'il sait, c'est lui donner une intention, mais hein, beaucoup vont être mangés par des animaux, beaucoup vont tomber, donc il prévoit et il fait. Hein. Puis après, toutes ces feuilles, quand elles tombent par terre, de toute manière, sont recyclées par les champignons qui vont les redigérer et puis les refaire rentrer dans le système. Vous avez parlé des champignons sympas, les mycorhizes. Ouais. Quand on est agriculteur, on a parfois des champignons moins sympas, des rouilles ou autres sur des cultures de céréales. Voilà. Et donc on va répandre des fongicides. Et est-ce que ces fongicides ont un impact sur les mycorhizes? Oui, clairement oui. Et pourquoi on ne le dit pas plus? Parce que en fait, c'est très récent le fait qu'on s'intéresse aux mycorhizes. Mais après, en fait, il y a des tas de choses qui nous étonnent énormément. Regardez cette feuille. Elle est saine, il n'y a pas de maladie dessus. Pourtant, elle est composée à 30% de champignons. 30%. Voilà. Il y a des champignons qu'on appelle des champignons endophytes qui sont contenus dans le limbe de la feuille. Et ces champignons, donc, on ne sait pas encore à quoi ils servent, mais s'ils sont là, c'est bien qu'ils ont une fonction. Et souvent, en fait, quand on utilise un fongicide, on va détruire ce champignon endophyte, ce qui va avoir pour conséquence de laisser la place vide et à permettre à d'autres champignons de prendre le dessus. Ça, c'est assez flagrant dans les mildious. Hein, quand on fait des traitements préventifs, les plantes sont d'autant plus sensibles aux attaques de mildiou qu'on a fait des traitements préventifs et on est obligé de repasser sans cesse derrière. Hein. Alors que si on ne fait pas de traitement préventif, en comparaison, les plants tardent un petit peu plus à être atteints par le mildiou. Hein. La nécessité de bien suivre ces choses-là pour ne pas utiliser à tort et à travers des fongicides. Mais c'est vrai, les fongicides sont devenus tellement bon marché que beaucoup de gens les utilisent assez facilement. Hein. Mais ça modifie plus que sensiblement le métabolisme des plantes. La tige, hein, elle contient 15% de champignons, hein, c'est-à-dire moins que ça. Mais les racines, c'est 50%. Les racines sont composées à 50% de champignons mycorhiziens, mais aussi toute une autre série de champignons hein, qui sont constitutifs de la plante. Voilà. Dont on ne connaît pas trop l'utilité, on sait juste qu'ils sont là. Ça, c'est les merveilles des analyses génétiques. Hein. Tout le monde s'amuse à faire comme dans les experts, on fait du broyat de plantes, on met ça dans un appareil qui nous dit « Ah bah ouais, mais là-dedans, vous avez telle maladie. Hein. » Et puis plein d'autres choses. Un chercheur là, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle Marc-André Sellos, hein, donc au Muséum d'histoire naturelle, ils ont une bécane qui fait des analyses génétiques en très très grand nombre. Mais à chaque échantillon, il détecte 200 nouveaux organismes inconnus par la science. Quoi, hein. Voilà, l'immensité de ce que l'on ne connaît pas est quelque chose d'affolant. Quoi. Voilà, donc ces champignons, on ne sait pas trop hein, mais ce que c'est, mais on sent qu'ils ont une utilité. Voilà, il y a des choses... Dans la nature, tout est utile. Sur un avion, on ne tolérerait pas qu'il manque un petit boulon sur un moteur. Hein. Le moindre petit boulon dans le système complexe qui est un avion, hein, la moindre petite trace d'usure, et tout de suite l'avion est cloué au sol et on remplace la pièce. Voilà. Mais dans la nature, je ne crois pas que les choses soient fondamentalement différentes. La seule chose qui est différente, c'est le regard qu'on y porte. On se dit, ouf, il y en a plein, hein, ça marchera bien sans, mais... moins de petites choses ont un rôle et ont nécessairement une fonction dans cet immense jeu de construction qu'est la vie. Quoi.
mécano là, pour comparer ça à un avion. Oui. Ce que tu dis sur les. C'est juste pour revenir un peu sur le plus de détails, mais tu parles de tremblement de ça dans les feuilles, on parle encore maintenant d'un arbre comme une entité, comme un arbre. Ouais. Et dans quelques temps, on parlera peut-être plus d'un arbre, mais vraiment d'un assemblage. Voilà, d'un assemblage, voilà. Vraiment une entité. Effectivement, je vais répéter pour le micro. Donc, Sébastien, c'est vrai que tout est relié. Tous les êtres sont reliés. Et ça a probablement été la grande erreur, je parle bien d'une erreur, de l'agriculture conventionnelle telle qu'on l'a imaginée jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a imaginé qu'un champ était une surface séparée de son environnement. Et donc on a toujours tout fait pour s'affranchir de l'extérieur et maîtriser parfaitement tout ce que l'on fait à l'intérieur. Donc comme si le système n'était pas relié. Hein. Et donc ça marche, hein, avec une belle efficacité. Hein. Dans les serres Siemens au Japon, ils produisent genre de 80 kg de tomates par mètre carré de serre. Hein. Et ce sont des serres qui sont complètement étanches et dans lesquelles même les salariés travaillent dans des combinaisons étanches pour être sûr qu'il n'y ait pas un virus qui vienne dedans, parce que le moindre virus qui arrive là-dedans et tout s'effondre. Hein. Ce sont des systèmes qui fonctionnent bien parce qu'on les a asservis à une énergie énorme. Hein. Donc énergie pour chauffer, énergie pour les engrais, énergie pour irriguer, énergie pour les traitements phytosanitaires, énergie pour le travail que l'on réalise dans ces choses-là. À partir du moment où on considère que le système n'est pas fermé et qu'il est relié, eh bien, ça devient tout un système. Ce n'est pas une parcelle toute seule. C'est avec un système, c'est une entité complète. Et d'arriver à envisager une parcelle et son environnement comme une entité complète, hein, qui a des fonctions. Et on voit que l'environnement, au travers de cet exemple de vieil arbre, a une fonction de mémoire, hein, d'immunité, hein, et de transport de cette immunité, hein, 3 grandes fonctions. Ben voilà, si on s'affranchit, si on ne veut pas, enfin, si on fait fi de ces choses-là, eh ben, c'est toute une fonctionnalité de la nature qui nous échappe, et donc qu'on va être obligé de compenser par de la technique. Hein. Voilà, après c'est des choix, et puis c'est surtout des coûts économiques. Hein. Donc il faut arriver à trouver un équilibre là-dedans. Mais on comprend aussi que de réactiver cette mémoire, cette capacité qu'a un écosystème à être résilient, est un travail de longue haleine qui va nous engager sur 500 à 1000 ans pour être particulièrement efficace. Donc il y a peut-être des voies, des façons d'avancer pour aller un peu plus vite, hein, et ça c'est un des grands thèmes sur lesquels la permaculture travaille depuis 40 ans. Hein. Mais voilà, plus il y aura de monde à réfléchir à ces façons d'agir, mieux on avancera. Hein. Et on espère pouvoir essayer de gagner un petit peu de temps en comprenant le plus finement possible la façon dont la nature fonctionne finalement, et la façon dont elle nous protège, parce que finalement, elle est bien là, et elle a bien cette fonction-là de se protéger et de se pérenniser, hein, et d'être durable. Et tout ça en dépensant le moins d'énergie possible. Hein. Tout à fait, la nature fonctionne tout à fait selon la définition que l'on donne à l'agriculture durable. Quoi. Voilà, on a l'exemple sous les yeux, et donc autant essayer de s'en inspirer. Voilà. Il y avait une autre question ? Tu disais que le problème de l'agriculture moderne, séparer, c'est d'isoler le système. Est-ce que ce n'est pas un problème humain, un peu de l'homme ? Oui. Se croit séparé. Ouais, le problème d'être séparé... Voilà. Le problème d'être séparé est un problème qui va bien au-delà. Alors je répète pour le micro. Voilà. Le problème va bien au-delà de problèmes purement agricoles, bien évidemment. Hein, et notre relation à la nature, hein, est vraiment un problème, ouais, un questionnement. Je ne veux pas dire que c'est un problème, mais c'est un questionnement sur le fond, hein, à avoir. Hein, c'est assez facile
le dire, mais dans tout ce qui nous est nuisible à titre individuel, j'aime pas les poux, quoi. Hein. Pourtant, ils ont nécessairement une utilité. Hein, mais bon. Ah, autant dans le raisonnement individuel, normal qu'on s'attache à notre confort et à notre survie. Mais autant au niveau collectif, je pense qu'il ne faut pas faire non plus être trop dogmatique non plus. Voilà. Mais c'est des questions éthiques, voire même philosophiques. Hein, et donc, là, je pense que c'est à chacun de se positionner, parce que voilà, tenir ce discours tel que je le tiens là est juste indécent lorsqu'il s'agit de la famine dans le monde, lorsqu'il s'agit d'épidémies de paludisme. Hein, voilà. Quelle est l'utilité du paludisme? Voilà. Après, la question est... voilà, mais, on dépense tant d'argent pour faire la guerre, et si on mettait un petit peu de cet argent pour soigner le paludisme, peut-être qu'il serait soigné sur Terre depuis belle lurette. Hein. Voilà, c'est des priorités. Oui. Où est-ce que vous avez tiré votre enseignement entre chêne et les champignons? Voilà. Donc c'est mon sujet de travail. Hein, je travaille dans une station expérimentale sur la truffe, hein, qui étudie les relations entre l'arbre et le champignon. Et donc, à partir de là, je commençais à m'intéresser, à faire sortir des champignons de mes truffières. Et ensuite, donc, rendre compte que les champignons avaient un message assez universel à nous transmettre. Voilà. Oui ? Il y a des recherches récentes qui ont abouti à les racines, le bout des petites racines qui sont formées chaque saison, chaque printemps, correspondent à l'automne, à la chute des feuilles. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ces racines-là resservent de nutriments à l'arbre, Voilà. au même titre que les feuilles, Oui. en boucle. Oui, tout à fait. Ça, c'est intéressant. Tout à fait, oui. C'est Francis Allais qui a une belle formule là-dessus, qui disait que les racines perdent leurs feuilles chaque automne. Hein, voilà. Et en fait, chaque radicelle est l'équivalent d'une feuille, et donc tombe, se coupe, et puis ce qui fait que tous les champignons, et y compris les champignons mycorhiziens, quand ils n'ont plus de sève pour être alimentés, vont digérer cette matière organique-là. Hein, et donc, ce qui va leur permettre de vivre. Hein. Et alors, après, dans les écosystèmes, c'est étonnant, parce que vous savez que sous les arbres, il y a toute une série de plantes qui fleurissent très tôt au printemps. Cet outil, donc, va nous permettre de faire des choses dans le bon sens ou non. Tout dépend de la façon dont on l'utilise. Hein. De tous les outils qui existent aujourd'hui, j'en ai évalué un grand nombre que j'ai utilisé dans mon activité professionnelle, hein, d'expérimentateur, de chercheur. Et je ne sais pas si la permaculture va vraiment nous aider. Hein. Mais de tous les outils que j'ai pu expérimenter, c'est celui dans lequel j'ai vu le plus de potentiel. Voilà. Donc c'est pour ça que j'y suis, mais il y a encore plein d'imperfections dans la permaculture. Hein. Ces imperfections seront levées par le fait que des gens fassent preuve de bon sens, justement, et essaient d'avancer, hein, dans ces voies-là, de composer avec la nature, hein, avec cette éthique-là, prendre soin de la nature, prendre soin de l'homme et partager. Hein. Alors partager, ça veut dire partager nos ressources, comme un arbre partage sa sève avec les champignons, hein, et que tout ce qu'on a, tout ce que nos terrains, nos parcelles produisent, il faut le repartager avec, déjà avec la nature. Hein, voilà. Voilà, Faut l'éduquer. voilà, une taxe de 20%.
Vous Voilà. avez parlé des bons champignons qui Ouais. viennent en aide aux arbres. Moi, j'ai un petit peu de cheveux blancs. Il y a 40 ans, j'ai vu tous les ormes crever. Ouais. Et dans les ormes, les vieux également, c'est-à-dire qu'ils ne semblaient pas en plus protégés que les jeunes. Même les jeunes s'en sortent bien jusqu'à 6-7 ans. Après, ils ont des problèmes. Aujourd'hui, on a les platanes qui commencent à prendre quelques coups. Les oliviers prennent quelques coups. Les frênes ont la calariose. Et vous parliez du marais vernier tout à l'heure. Les fameux vernes, donc en Ouais. français, hein, les aulnes, qui sont atteints de phytophthora, qui sont tous en train de crever, donc juste au-dessous. Ouais. Quel avenir vous voyez aux arbres devant tous ces fléaux qui s'abattent donc sur différentes essences et on ne voit pas tellement l'issue de ce genre de choses. Les arbres ne sont pas revenus. Alors, les ormes ne sont pas revenus, donc dans la Nièvre, là où je suis passé, là, il y a une semaine, j'ai pu constater que, effectivement, il n'y a plus de vieux ormes, mais dans les haies, il y a des petits ormeaux qui ont moins de 20 ans, Oui, et qui arrivent. Donc, en fait, le vieil arbre n'arrive plus à survivre, mais voilà, les jeunes persistent. Donc, lorsque la solution émergera dans la nature, ça reprendra. Et là, on touche à une question tout à fait essentielle dans la compréhension de nos écosystèmes. Alors ça, c'est le programme de ma vie. Il va prendre 10 000 ans. La nature, depuis la dernière glaciation, il n'y avait plus rien ici. La banquise, on dit que s'arrêtait à Limoges, donc là j'imagine que Marais Vernier était sous 30 ou 40 mètres de glace. Hein, même peut-être plus, une grosse couche de banquise. Tout ça, ça a fondu, la terre était vierge, et donc des premiers organismes sont arrivés. Et puis d'autres, et puis encore d'autres. Lorsque je suis allé sous les tropiques, je me suis toujours étonné pourquoi est-ce qu'il y a tant de bestioles, tant de plantes sous les tropiques. Hein, je reviens encore à Francis Salé, et il dit ben non, c'est pas comme ça qu'il faut poser la question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a rien chez nous, hein, pourquoi il y en a beaucoup moins. C'est simplement à cause de ces glaciations que chaque fois qu'il y a une glaciation, tout disparaît, et ensuite la vie revient, avec toujours de plus en plus de plantes, d'organismes. Dans toute l'Europe, il y a 140 arbres, types d'arbres différents qui existent en Europe. Sur 1 hectare de forêt amazonienne, vous avez plus de 140 arbres par hectare différents. Et l'hectare à côté, c'est encore des arbres complètement différents. Hein. Il y a une diversité tout à fait extraordinaire. Et donc, les plantes arrivent. Alors au début, elles n'ont pas de maladie, elles arrivent seules. Elles se développent bien. Les pommes de terre, quand on a planté les pommes de terre, ça s'est bien développé. Pof, un beau jour, le mildiou arrive. Toutes les pommes de terre chopent le mildiou. Hein, et bien voilà, les ormes sont arrivés il y a peut-être 5000 ans. Et puis la graphiose est arrivée 5000 ans plus tard. Hein, mais bon, par contre, la bestiole qui va réguler la graphiose, la petite bactérie ou le petit champignon qui va parasiter ce truc-là, il existe. Ça fait 2,5 milliards d'années qu'il y a de la vie sur Terre. Toutes les solutions existent. Tout se serait déjà effondré depuis belle lurette. Elle existe, mais elle n'est pas ici. Et donc, il faut soit que quelqu'un aille la chercher, soit attendre qu'elle arrive. Mais comment est-ce que justement toutes ces solutions, comme dans notre vieil arbre, hein, comment est-ce que se transfère un petit insecte du vieil arbre jusqu'à ma parcelle, à l'endroit où il y en a besoin? C'est exactement la même question. Comment va se transférer le remède à la graphiose qui peut-être va se trouver sur un versant du Kilimandjaro à 3800 mètres d'altitude pour venir jusque chez nous, hein, voilà. Alors, autrefois, il y avait des corridors qui existaient. Hein, donc ces corridors, le Nil, hein, c'était d'ailleurs le seul grand corridor qu'il y avait entre la zone d'où Homo sapiens est originaire, donc l'Afrique, cette Afrique noire, et donc le pourtour méditerranéen. Et donc les bestioles voyageaient le long du Nil. Il y avait des oiseaux migrateurs aussi qui circulaient. Hein. Et puis ensuite, tout le pourtour méditerranéen était boisé.
Aujourd'hui, depuis les Romains, tout a été coupé, hein, et donc il n'y a plus de grandes forêts. Hein. On raconte même, sans aller jusqu'aux Romains, qu'au XIIe siècle, un écureuil pouvait traverser toute l'Espagne sans poser le pied par terre, tellement qu'il y avait d'arbres. Hein. Allez en Espagne aujourd'hui, où sont ces grandes forêts, hein. Voilà. Alors, donc tout ça, c'est quelque chose qui existait autrefois et qui était des corridors. Et ces grands corridors ont disparu sur la planète. Et donc reconstituer ces corridors, c'est la seule façon raisonnable et peu coûteuse de permettre justement les échanges de vie entre les endroits où toute cette mémoire de vie est stockée, c'est-à-dire dans les zones tropicales, les zones dans lesquelles il n'y a pas de glaciation, et le reste de la planète. Voilà. Et donc, sinon, comment ça va se passer ? Il faudra attendre la prochaine glaciation, que tout soit remis à zéro, et puis après, ça repartira, et les corridors reviendront et se reconstitueront tout seuls. Hein. Voilà, mais après, si on veut que ça trouve une planète résiliente, il est également de notre responsabilité de reconstituer ces corridors si on veut espérer vivre correctement avant la prochaine glaciation, quoi. Hein. Voilà. Donc ça c'est vraiment un projet qui est actuellement du ressort de l'humanité. Hein. C'est un truc que nous avons à concevoir, que nous avons à designer, que nous avons à mettre en œuvre. Je ne sais pas encore comment, hein, mais j'ai un peu conscience que les hommes politiques sont à des chances de 10 000 ans, de 15 000 ans, voire peut-être de 30 000 ans. Hein, voilà, mais il y a bien un enjeu fondamental. Et aujourd'hui, on s'émeut chaque fois qu'il y a une nouvelle maladie qui arrive. Ah là là, avec le réchauffement climatique, tout bouge, bien évidemment. Hein. Il y a des nouvelles épidémies végétales qui viennent attaquer les plantes. Il y a de nouvelles plantes invasives qui arrivent. Hein, et on voudrait que tout soit figé exactement comme on l'a connu. Hein. Alors, c'est vrai que dans tout ce qui est rare, ce sont des joyaux, il faut les préserver. Hein, et que dans le marais vernier, les petits crapauds à ventre jaune, ou les petits batraciens particuliers, ou les petits tritons, je ne sais pas trop quoi, qui sont ici, ce sont des bestioles précieuses, mais qui peut-être n'auront plus droit d'exister ici dans 500 ans ou dans 1000 ans. Hein. Pour les petits crapauds qui seront sur des contreforts de montagne, eux, ils pourront assez rapidement, assez facilement monter en altitude et arriver dans des zones un petit peu plus froides. Mais par contre, qui va s'occuper de transférer, alors qu'il n'y a plus de corridor entre les crapauds qui sont dans le marais vernier et puis peut-être les zones de la Finlande dans lesquelles ils se réfugieront d'ici 500 ans. Hein, voilà. S'il n'y a plus de corridor pour qu'ils fassent ces trajets par eux-mêmes, il faudra bien qu'on les y aide. Mais alors là aussi, c'est complètement iconoclaste, parce que j'entends beaucoup de naturalistes qui vont dire « Ah là là, alors tu es prêt à accepter des plantes invasives, alors qu'on lutte et qu'on dépense des millions pour se protéger de ces plantes invasives. Hein » Oui et non. Alors, bien sûr qu'il faut se protéger de ces plantes invasives dans les quelques joyaux que l'on a encore de biodiversité, hein, parce que il faut, c'est notre avenir, c'est notre assurance vie, hein, ces zones-là. Donc, il faut bien évidemment les préserver, mais il faut aussi penser à leur transfert dans des zones qui leur seront bientôt plus adaptées. Hein, parce que chez nous, ça aura plus de mal à vivre. Et chez nous, ce sera d'autres espèces. Et il faudra qu'on soit aussi en mesure d'héberger, d'accueillir de nouvelles espèces. Alors, on voit, en tant qu'agriculteur, on voit très facilement ces nouvelles maladies qui arrivent. Hein, mais on voit aussi arriver de nouveaux papillons, on voit aussi arriver de nouveaux insectes, de nouveaux coléoptères, de nouveaux oiseaux. Dans Corrèze, là où je vis, on revoit des guêpiers, hein, les guêpiers d'Europe qui arrivent. Hein, dans le Lot, on a pu aussi, on n'avait plus que quelques stations, et c'est des oiseaux qui sont en progression. Hein. À côté de ça, le grand-duc, il n'y en a quasiment plus. Hein, voilà. Est-ce que c'est trop chaud? Est-ce qu'il y a des choses qui ne leur vont pas? Voilà, il y a des animaux qui progressent aussi, hein, et même quelquefois des animaux rares et précieux. Hein. Voilà, donc dans cette mouvance-là, une grande difficulté qu'on va avoir, c'est de faire preuve de discernement et de bon sens. Hein. Comment accueillir tous ces nouveaux migrants? Bien joué.
Ça relève juste de notre survie. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit entre ce que vous dites, c'est-à-dire l'adaptation progressive qui se fait quand même sur des pas de temps et sur des échelles qui nous dépassent, et la rapidité à laquelle on sabote notre environnement actuellement. C'est-à-dire que ces mécanismes-là n'ont peut-être pas le temps de se mettre en place parce qu'on fait trop le vide déjà devant. Ouais. À voir, comme vous êtes nombreux ce soir, j'ai quand même tendance à penser qu'il y a beaucoup d'énergie positive et qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent conscience de ces choses-là. Hein. Oui, je suis franciscain, je vous l'ai dit au départ, mais même le pape s'y met dans son encyclique, il dit... Il vaut mieux tard que jamais. Voilà, hein, voilà, quand on est militant et que maintenant j'ai ma feuille de route officielle, voilà, je suis heureux, quoi. Voilà, je suis heureux. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui, qui relève de cette prise de conscience planétaire des enjeux qui sont dessus. Le travail qu'on a à faire est colossal, il est énorme. Mais il est tout simple. Il est tout simple. De laisser des zones un peu sauvages, de veiller à la continuité, au réseau, à la mise en réseau de ces zones sauvages, les unes avec les autres. Puis on a des programmes qui sont lancés là-dessus depuis déjà pas mal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent là-dessus, hein, sur les trames vertes, trames bleues, ça devient même des arguments politiques. Maintenant on y va, allez, on fait des trames vertes, des trames bleues. Hein, voilà. Mais ce sont des choses qui sont d'une importance capitale pour notre avenir. Et ce n'est pas de la philosophie d'écolo qui veut avoir des petites bébêtes autour de lui, quoi. Hein, c'est une nécessité. Voilà. Et ça relève de notre volonté aujourd'hui. Hein, et c'est là où on a à faire preuve tous de beaucoup de pédagogie, hein, pour expliquer, pour apprendre aux enfants, hein, à planter des graines, apprendre aux enfants finalement à regarder la nature. Hein. La solution est très très simple. Hein. Passer un petit peu de temps dehors, écouter le chant des oiseaux, écouter les petites fleurs, vous laissez toucher par la beauté de cette nature. Hein. Il n'y a pas besoin de comprendre quoi que ce soit. N'importe quel gamin capable de reconnaître qu'on est bien sous un vieil arbre. Voilà. C'est pas compliqué. Un peu lâcher prise sur nos envies de tout maîtriser. J'ai une petite question. Est-ce que vous connaissez Jean-Marie Pelt? Et est-ce que vous l'appréciez tel que vous... Ouais. Oui, alors Jean-Marie Pelt, c'est vrai que je ne l'ai pas trop cité, mais voilà, c'est un homme. J'étais à Nancy quand il était. Quand j'étais étudiant à Nancy, quand lui était donc professeur à l'université et qui faisait ses films là, sur les fabuleuses aventures des plantes. Et j'avoue que les films de Jean-Marie Pelt font partie des quelques fondamentaux qui ont fait que je suis aujourd'hui ce que je suis. Oui.